Nous sommes avec Daniel Charneux. Daniel Charneux qui est un auteur qui nous vient de quelle région, Daniel? De Dour, donc pas loin de Mons, il n'y a pas loin d'ici. Pas très loin de Charleroi, finalement. Non, je suis né à Charleroi d'ailleurs, il y a longtemps. Où ça? À l'hôpital Reine-Astrid, Reine-Astrid. qui est aujourd'hui détruite. Hein. Alors, vous avez sorti un livre chez Méo Éditions qui s'intitule Thomas More, philosophe, homme d'église, qui est mort il y a un peu plus de 500 ans parce que sa grande copine Anne Boleyn, on va commémorer le 500e anniversaire, le 480e anniversaire de sa mort le 18 mai. Alors Thomas More, pourquoi l'avoir choisi? Mais j'ai choisi More parce qu'on m'avait demandé d'écrire une vie de saint, précisément. Et c'est lui qui m'est passé par la tête. À l'exclusion de tout autre saint, j'ai souhaité m'intéresser à lui parce que, en tant qu'auteur de l'Utopie, il m'intéressait. Et l'Utopie fête son 500e anniversaire cette année. Rappelez-nous un peu l'Utopie. L'Utopie, donc publiée en 1516 à Louvain, c'était une réponse à un livre de Erasme qui était son grand ami et qu'il avait appelé l'éloge de la folie. Et en réponse à cette espèce de livre un peu ironique tout de même, où Erasme donne la parole à la folie, More, en réponse, crée une société non folle, c'est-à-dire très sage, c'est-à-dire très organisée, une société parfaite en somme, mais à nos yeux de contemporains, elle n'est peut-être pas si parfaite que cela. Moi, Thomas More, on en a fait un saint, mais pour moi il ne méritait pas parce qu'il a quand même envoyé des gens au bûcher. D'accord, lui-même a été décapité et Anne Boleyn quelque part est à l'origine de son exécution, mais il a quand même fait exécuter des gens. Oui, ben, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier qu'il est un saint de quoi? De l'Église catholique. Et qui a-t-il fait exécuter? Des protestants, qui à l'époque étaient les grands rivaux. C'était le schisme, c'était une division interne. Donc perdre des fidèles, c'était gravissime pour le pape et pour les catholiques. Or, lui est resté fidèle au pape jusqu'à sa mort. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est mort, parce qu'il a refusé de signer l'acte de suprématie qui accordait le titre de pape, entre guillemets, au roi Henri VIII. Pourquoi l'a-t-on canonisé en 1935? C'est sans doute parce qu'il avait réussi à rester intransigeant face à un tyran qui le menaçait de mort. Or, un tyran monté à l'époque, c'était Adolf Hitler et aussi les autres fascisme et totalitarisme. Et on a sans doute voulu honorer son courage dans cette situation. Eh bien, ça va, c'est un livre à découvrir chez Méo Éditions. Thomas More, merci. Nous sommes ici avec Vanessa Dubanovic, qui a créé sa maison d'édition, Le Monde des Étoiles, on en a déjà parlé, c'est aussi un salon d'ailleurs dans le courant du mois de mai. Alors Vanessa, qu'est-ce qu'on présente là, les toutes dernières nouveautés? Alors les toutes dernières nouveautés, il y a le tome 3 des Chroniques du Monde des Étoiles, donc, qui est sorti au mois de novembre. Et puis il y a toujours Araluna qui est en projet d'un tome 2. Normalement au mois de février 2017, donc on travaille d'arrache-pied. Oui. Alors ça se passe bien, le monde de l'édition, c'est toujours l'édition fantastique, hein. C'est fantastique, mais c'est aussi une autre collection, la collection Entre Regards, qui regroupe de la littérature plus générale, et alors bien sûr le département pédagogique qui fait la promotion de la lecture auprès des plus petits. Oui, j'ai vu là, moi j'en avais parlé à la TV, notamment d'un livre, je pense que d'ailleurs c'était celui-ci, Les merveilleuses aventures de Phineas Lynch. C'était le premier tome, est-ce qu'il y en a eu d'autres après? Alors, il est toujours en préparation, ainsi qu'un deuxième dossier pédagogique, plus de savoir parler et de savoir écouter. Donc, Et ben voilà, c'est donc à découvrir ici Le Monde des Étoiles. Nous sommes avec Vanessa Dubanovic, organisatrice du Château sous les Étoiles. C'est le 21 et 22 mai prochain, c'est le Salon du Livre, c'était la 2e édition. Alors, le Salon du Livre et des illustrateurs, la thématique. Bien, la thématique, c'est faire découvrir la littérature belge et française au plus grand nombre possible. Est-ce qu'il y a une ligne directrice précise? C'est uniquement la littérature fantastique parce qu'on sait que Le Monde des Étoiles était à un moment donné, l'année dernière, c'est surtout la littérature fantastique. Non, ici c'est tout genre confondu. Il y a même des auteurs BD qui sont venus nous rejoindre, donc on élargit notre public. Oui, il faut, parce que la littérature fantastique, ça a du succès, mais il faut autre chose, quoi. Voilà, tout à fait. Et la littérature, il y a tellement de richesse dans la littérature belge qu'il faut la faire découvrir sous tous ses aspects. Alors, 21 et 22 mai, est-ce qu'il y aura des animations? Oui, nous aurons un conteur qui va venir le dimanche. Il y a toujours l'animation Kamishibai aussi qui sera présentée sur le stand du château de Trasny. Donc voilà, des petites animations, restauration aussi. D'accord. Alors, un invité, S.A. William et Capia.
Oui, alors on a une auteure qui fait plutôt dans la jeunesse et dans le style un petit peu manga. Et alors on a Capia qui est illustratrice, donc comme ça on a les deux pôles du château qui sont représentés. Nous sommes avec Michel Tauvia qui est sur le stand de Cactus Inébranlable. Alors, Michel, un livre, un dernier vers? Un dernier vers, un recueil de nouvelles noires, un peu dans le genre du précédent, là, pourtant c'est la sauce. Peut-être un petit peu moins noir, et comme dit dans la 4e de couverture, en grattant un peu, on trouve des fragments d'humanité. Alors, ça raconte quoi, la thématique comme ça? En fait, un dernier vers, c'est le ver qui s'insinue dans le fruit, c'est le ver solitaire. C'est toujours un personnage, parfois le héros, qui s'insinue dans l'histoire pour la faire changer de direction. Alors rappelons que le vers c'est VER. Hein. VER, effectivement. Alors comment ça va? C'est le monde de l'édition, t'es productif là, hein? Oui, ça va maintenant, j'ai 2 recueils, moi, plus quelques collaborations. Ça va pas mal, je suis bien dedans. Mais toujours dans les nouvelles, qui est le genre qui me correspond le mieux, je pense. Un grand roman, c'est pas demain la veille? Peut-être, il y a des idées, oui. Eh ben ça va, bonne merde. Nous sommes avec Gauthier Yernaud qui est écrivain, il a sorti notamment des livres chez Cactus Inébranlable. Alors, votre actualité Gauthier? Mais mon actualité, j'écris toujours avec la même passion, avec la même ardeur, moins malheureusement qu'avant où j'étais un véritable staccanoviste. Voilà, donc je suis en train d'écrire des bouquins de genres totalement différents, des livres sur le Moyen-Âge. Je suis en train d'écrire également un nouveau thriller, un livre à la façon de Boris Vian, j'ai envie de dire, L'écume des jours, et d'autres livres, des recueils de nouvelles, etc. etc. C'est vrai que Cactus Inébranlable, c'est une ligne d'édition bien précise, hein, non? Oui, c'est plutôt des romans noirs, des thrillers, mais également des nouvelles noires de préférence, et également des aphorismes, des recueils d'aphorismes. Les aphorismes, ça vous tente pas, vous? Non, pas du tout. Mon père écrivait beaucoup d'aphorismes, mais moi j'en suis tout à fait incapable. C'est une technique particulière. Oui, j'ai pas l'esprit assez concis pour écrire des aphorismes. Déjà, les nouvelles, c'est difficile, mais moi je suis plutôt partisan d'écrire des bouquins de 350 pages. Nous sommes avec Géraldine Charneski qui est ici au stand des éditions Luciole. Alors Géraldine, vous avez écrit notamment un truc sur les écrivains publics. Oui, parce qu'en fait c'est mon métier. Je me suis rendu compte au fil du temps que les gens pensaient que les écrivains publics étaient soit morts ou avaient complètement disparu. Donc j'avais envie de leur dire, ben non, vous voyez, je suis pas morte et ça existe encore les écrivains publics. Et qu'est-ce que c'est qu'un écrivain public? Alors c'est pour ça que j'ai écrit la petite revue. C'est justement, au début c'était apparenté à la fonction de scribe, et donc les scribes avaient pour devoir d'aider la population dans les tâches administratives. Ils servaient de lien entre l'administration, les lois et la population. Puis au fil du temps, ça s'est diversifié et ils sont installés sur les places publiques pour écrire des lettres, de la correspondance pour les gens qui ne savaient pas forcément écrire. Ça, c'était vers le 15e, 16e siècle. Puis ils ont continué comme ça dans des cabinets privés. Puis évidemment, avec l'apparition des universités en Italie, un peu partout en Europe, malheureusement pour les écrivains publics, malheureusement pour la population, les gens sont devenus de plus en plus instruits, donc ont eu de moins en moins besoin d'écrivains publics. Mais les écrivains publics ont quand même subsisté au fil du temps parce que leurs tâches se sont vachement diversifiées. Et petit à petit, là maintenant, par exemple, au XXIe siècle, ils aident les gens à rédiger des contenus de sites web, ils aident les gens à remanier des manuscrits, à prêter leurs plumes, parce que parfois il y a des gens qui sont très instruits mais qui ne maîtrisent pas la langue française, et donc les écrivains publics les aident dans ce sens. Et voilà. Dites donc, pour une qui m'a dit au départ qu'elle n'aimait pas causer dans un micro, franchement vous aimez bien causer, donc vous êtes écrivain public. Je vous rappelle la collection, c'est édition Luciole & Co, La Petite Luciole, Les métiers oubliés, écrivain public. Merci.